Alors, bonjour Mathieu. On est là depuis Bonjour, Jeanne. entre Londres et Paris en confinement encore. On va parler un petit peu ensemble à propos de ton travail. Et j'aimerais Hmm. commencer par une toute première question qui, je pense, va produire beaucoup d'autres questions, d'autres sous-questions. Cinéma et dessin, qu'est-ce qui vient d'abord? Comment a été le processus? Où est-ce que tu es arrivé à l'un et l'autre? Je pense déjà que le regard cinématographique, je l'ai eu assez tôt parce que très jeune, j'ai commencé à regarder beaucoup de cinéma. Quand je dis beaucoup de cinéma, c'est-à-dire du cinéma de plusieurs époques. Pour moi, tu vois, un film d'Alfred Hitchcock en noir et blanc ou un blockbuster américain avec beaucoup d'effets spéciaux, pour moi, c'était un seul et même film, c'était un cinéma. Donc, il n'y avait pas, on va dire, un cinéma ancien, un cinéma beaucoup plus contemporain. Donc, tout de suite, on va dire le mélange de langage d'image, c'était pour moi en tout cas quelque chose qui a été pour moi logique et voilà, je me suis baigné dedans en tout cas, très très tôt. Et est-ce qu'on peut dire que le dessin, pour toi, est une façon de faire une sorte d'archéologie de ces images Mhm. cinématographiques, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce que c'est le cinéma qui vient visiter l'espace du dessin? Je pense que maintenant il y a un effet de boucle, de spirale. C'est tantôt c'est le cinéma qui m'inspire et qui invite le dessin, et parfois l'inverse. Mais ce qui est important de préciser, c'est le premier rapprochement que j'ai fait, le premier lien entre dessin et cinéma. Je l'ai fait à partir d'une émotion, on va dire, de fascination. Je dis ça parce que quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts du Mans, ça a été en quatrième année la première fois que j'ai fait ce rapprochement-là. J'ai été fasciné par une séquence d'un film avec Robert Mitchum qui s'intitule Cape Fear, les nerfs à vif. Et il y a une scène magistrale avec une lumière caravagesque et surtout cette musique de Bernard Herrmann que l'on entend gronder à l'intérieur de l'image. Et avec le charisme de Robert Mitchum, ça a été un moment, sans trop savoir pourquoi, l'envie de m'accaparer ces images, Hmm. que ce soit mes images. Et ce transfert-là a pu se faire par le geste et le langage du dessin. J'ai capturé plusieurs images et après j'en ai fait tout un transfert, essayer de voir comment la texture de l'image cinématographique peut être traduite par celle du dessin. Voilà, c'était la première expérience. Et est-ce que tu travailles en totale solitude dans ton atelier avec ces personnages fictionnels, ou est-ce que tu as des interlocuteurs dans le processus de faire le dessin, construire des maquettes, faire de l'animation, enfin ce cycle dont tu parles? Ouais. Oui, non, c'est très important. Alors, je me rends pas compte, mais je m'aperçois en fait, je suis très très isolé. Et c'est un choix. Parce que ce qu'il y a de très beau au bout d'un moment, c'est quand je rentre à l'intérieur de toute cette histoire du cinéma ou à l'intérieur de cette époque-là, il faut éviter de faire trop, à un certain moment, de faire trop d'interférences avec l'époque présente. Parce que là, la temporalité est tellement particulière et étrange qu'il se passe des choses assez particulières et c'est pour ça qu'avoir un être humain à côté de moi, ça ferait effet de parasite. Voilà. Et on reviendra peut-être plus tard, mais c'est exactement la même chose quand je réalise mes films d'animation. Je dis ça parce que ce sont des projets qui sont très très longs dans le temps. Mes dessins sont très longs à faire et c'est pour ça l'idée d'enfermement, de faire vraiment corps avec mes dessins, c'est très très important. Et est-ce que c'est justement là que le dessin entre en ligne de compte, parce qu'on parlait de rapport entre le dessin et le cinéma, est-ce que Mmh. cette partie solitaire de ton travail, est-ce que ça devient plus du dessin, parce que le cinéma, c'est un art du collectif? Ouais. Oui, oui, je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'en fin de compte, je ne veux pas être cinéaste et le fait de ne pas être habitué au numérique ou de ne pas être aussi à l'aise en tenant une caméra qu'avec un crayon, peut-être cette manière de me dire que je suis tout, à la fois l'acteur, le scénariste, le réalisateur, c'est peut-être une manière de faire du cinéma avec l'économie du moyen. Et à la fois en me disant ça et en réalisant des œuvres très très simple dans la construction, dans le matériau. Ça m'amène après, évidemment, à toute l'histoire du cinéma, des premiers balbutiements de l'histoire du cinéma, comment faire du cinéma avec deux, trois effets de montage, des effets de trompe-l'œil. Et là, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que ce n'est pas une nostalgie, mais il y a tellement un germe d'idées
ce qui serait intéressant, c'est de savoir le cinéma a évolué dans cette direction et comment le cinéma aurait pu être autre chose si on aurait coupé une branche et il y aurait eu quelque chose qui serait déployé différemment. Donc pour moi, c'est assez intéressant pour moi de travailler ça. Ça pose la question aussi de savoir dans ce cas le dessin. Faut-il accompagner par du son? Faut-il accompagner par des corps également, par une certaine lumière? Et c'est là où progressivement je m'amène. Si tu veux, je fais un dessin fixe, un dessin sur papier. Et là, je me dis comment le filmer et comment réussir à étendre son geste. Et là, ça en devient intéressant parce que j'arrive tout de suite dans un territoire nouveau que je ne connais pas, où là, l'expérimentation devient plus importante. Et dans ce cas, je témoigne aussi de choses que je n'arrive pas à contrôler. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose que chacun des artistes souhaite faire, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose dont il n'a absolument pas, c'est pas où est-ce que l'aventure va l'amener. Et est-ce que comment est-ce que tu envisages le spectateur? Est-ce que c'est un spectateur de cinéma? C'est un visiteur d'une exposition? Est-ce que tu as un travail qui est assez référentiel par rapport au cinéma, mais en même temps, on perd cette référence, on perd cette origine. Tu Ouais. ne donnes pas toujours ou très rarement les origines, les Mm. films de référence que tu utilises. Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu envisages justement l'autre côté en fait, de la réception du travail? Au bout d'un moment, je broie absolument tout indice qui permettrait de savoir quel est l'acteur ou quelle est la source. C'est pas important. Ce qui est intéressant dans ce que tu me demandes, c'est qu'en fait, le spectateur, je le vois comme quelqu'un qui est muni d'une mémoire et qui a grandi avec les images. C'est ça ce qui m'intéresse en fait, c'est comment le spectateur arrive avec un bagage intime, construit par des images, et d'un seul coup, il voit un dessin, une autre image qui va lui rappeler autre chose. Donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'image que j'ai réalisée, mais c'est de savoir l'image fantôme que ça va produire chez lui. Et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est quel est ce passage entre l'image matérielle, donc le dessin par exemple, et cette image flottante là qui rôde autour de lui parce qu'il a une sensation de déjà vu, ou alors il y a une sorte de silhouette d'ombre qui lui rappelle quelque chose, et c'est ce transfert-là qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est essayer peut-être de rendre visible l'invisible, je sais pas. Alors, en revenant un petit peu en arrière et dans ce contexte de confinement, comment est-ce que tu Mhm. travailles? Est-ce que tu as un processus pour te concentrer particulièrement? Est-ce que tu t'entoures de tes Ouais, références, des images? Quel est ton ouais. processus pour rentrer dans le processus créatif? Euh, alors, je m'aperçois au fil du temps. Alors, j'ai beau essayer de changer mon emploi du temps ou ma manière de travailler, de concevoir mes projets, mais je vois que je travaille toujours de la même manière. En fait, je suis pas un artiste qui dessine tous les jours. Je vois pas de sens à avoir un crayon tous les jours dans la main. C'est par projet, c'est-à-dire en fait sur une année, généralement c'est vraiment 6 mois intensifs de travail acharné. Quand tu dis acharné, c'est acharné. Et après 6 mois où je suis incapable de tenir un crayon. Et c'est pendant cette période-là, et c'est exactement étrangement cette période de confinement. Donc en fait, je suis enfermé chez moi, mais je pense que de toute manière, il n'y aurait pas eu le coronavirus. Je serais également ici parce que j'ai travaillé ces derniers mois pour beaucoup de projets, bon, qui sont bien évidemment décalés pour la suite. Mais là, très concrètement, ce qui se passe ici chez moi, c'est énormément de lecture, énormément de réflexion, donc à la fois aussi de ne rien faire pour voir un peu justement tout- tous les germes plantés l'année dernière. Là, ça commence justement à pousser. Et c'est un moment qui est très important. Donc c'est un moment qui est très étrange parce que là, je suis pas dans une ambiance de création, mais il faut être très vigilant sur pourquoi d'un seul coup il y a telle image qui arrive en moi. Donc il faut impérativement le noter. Et d'un seul coup, on peut faire des liens sur plusieurs germes, sur plusieurs idées que j'ai pu penser en amont. Donc c'est quelque chose de très important. Donc beaucoup de lecture. Je profite également pour écouter beaucoup d'émissions radiophoniques parce que je n'ai jamais le temps. Donc là, c'est une très très bonne occasion. Mais, mais, mais comme m'a dit un collègue tourangeau, Fabien Merel, qui est un très bon ami, il disait, Mathieu, c'est marrant, mais tu travailles exactement comme un cinéaste. C'est-à-dire comme quelqu'un qui, pendant un an, va travailler une histoire formée
un groupe, essayer de prévoir des éventuels problèmes ou dangers. Et d'un seul coup, une fois que tout est fait, premier jour de travail et ça peut durer des mois et des mois. Voilà. Et Oui, après, c'est comme un tournage, en fait, qui est très intense dans le temps, ouais, qui prend complètement. Et puis après, ouais, tu as toute une période de préparation et de source. Et justement, cette période de préparation et de source, ça m'intéresse. Je voulais savoir, je me suis demandé si je te poserais la question des sources autres que des sources artistiques dans lesquelles tu puises, parce que tu as parlé de mm, mémoire, tu as parlé très spécifiquement de narration ou de moments dans des narrations cinématographiques. Mais ouais. quand même, là, comme tu viens de parler de lecture, je suis assez curieuse de revenir à ce que tu disais tout à l'heure et te demander spécifiquement, est-ce que tu as des auteurs, des narrations, des fictions, des philosophes qui te parlent particulièrement et dont tu te nourris? Ouais. Oui, 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 oui. Là, par exemple, on parle beaucoup d'images. C'est peut-être le mot, à mon avis, qui doit se répéter le plus là J'ai lu. depuis le début de nos échanges. Là, je prends plus de temps à lire, par exemple, un auteur comme Didier Huberman. Voilà. Georges Didier Huberman, qui parle beaucoup sur l'image. C'est un terme que j'aime beaucoup. Il parle très souvent d'image, la survivance des images. Et là, ça m'a tout de suite aidé à comprendre pourquoi je travaille les images. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on a en tête une seule image. Pourquoi celle-ci et pas une autre. Donc ça, ce sont des lectures qui m'aident beaucoup. Et là, tu vois étrangement, alors est-ce que c'est la rencontre avec Françoise Lémerich de la Cinémathèque française, mais là, par exemple, tu vois, je lis beaucoup de choses, notamment sur le cinéma de Alain Resnais, et surtout sur beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'interviews, et surtout la construction de ces films, notamment avec son chef opérateur Jacques Saunier. Donc, si tu veux, là, je m'aperçois que contrairement à avant, je m'intéresse beaucoup plus sur qu'est-ce que c'est qu'une construction d'image, comment la forme et comment elle naît. Enfin, disons que maintenant, j'en ai de plus en plus conscience, donc c'est important vraiment de me dire, renseigne-toi mieux. Et ça peut être aussi bien justement chez un cinéaste que même un acteur, comment il prépare son personnage, mais également des romanciers. Donc là, c'est important vraiment la part d'écouter pendant cette période de création. Les périodes précédentes, c'était beaucoup les yeux, le voir. Là, l'écoute est beaucoup plus importante. Et surtout, tu vois, dans cette période de confinement également, tu me parles de référence, donc c'est vrai que l'errance, essayer, tu vois, de toujours cette obsession que j'ai des empreintes, des marques. Donc ça me permet un peu d'essayer encore de accaparer, si tu veux, mon espace. Mais je vois que je suis malheureux. Enfin, malheureusement, non, c'est à la fois ce que je de très beau. Je suis continuellement en train de travailler parce que, tu vois, hier, j'ai croisé une petite grand-mère. J'étais derrière elle et tout de suite, je me suis dit, tiens, où poser la caméra? Donc, quel est le plan, quel est le cadrage qui serait le mieux? Et en fait, pendant 10 minutes, j'étais complètement pris parce que je savais pas, j'avais pas la réponse. Donc, en fait, c'est là que je vois que l'œil est continuellement en travail. Et Quel est l'espace du dessin pour toi alors à ce moment-là? Est-ce que c'est le cadrage? Est-ce que c'est l'opérateur caméra? Est-ce que c'est le scénographe? Ou le scénariste? Quel est cet espace? euh, tu vois, on va dire, des mini-scénettes comme ça, quand quelque chose qui m'intéresse, soit une projection d'ombre, par exemple, soit un corps, soit une empreinte, je le note. Ça, je le note sans savoir ce que ça va donner, mais je note non pas c'est surtout au niveau de la sensation. C'est pourquoi cette sensation-là m'a plu, pourquoi cette ombre m'intéresse. Donc, ce sont en fait des espèces de pense-bêtes. Et je m'aperçois que lorsque j'échafaude des maquettes, par exemple des maquettes dessinées, je m'aperçois que ces images-là vont me servir. Et ça peut être 6 mois, voire un an après, où j'ai la réponse de ces petits instants, et j'ai la réponse par le dessin. Alors c'est peut-être le fait de les former, de construire dans le temps, et de voir aussi ce qui se passe. Parce que tu regardes un dessin en plein jour, donc tu vois les nuances, tu vois le gris, tu vois surtout le grain du papier. Et puis d'un seul coup, tu prends ta caméra, tu éteins la lumière, tu mets un petit spot. Là, ça devient autre chose. Le dessin devient totalement autre chose. Donc là, tu témoignes de cette mutation. Et là, ça devient intéressant. Et d'un seul coup, tu te souviens de cet instant où tu as croisé cette grand-mère, par exemple, et à quel moment ensuite tu as retranscrit ce moment-là. Et c'est Hmm. ça qui est intéressant, ce sont ces deux moments. Et parfois,
tu as une chose implicite qui va apparaître, que tu vas peut-être découvrir même plus tard dans la salle d'exposition où tu projettes ton film ou ton dessin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, tu vois, je te parlais de spirale de boucle. C'est continuellement, il y a un moment, j'en ai marre de faire des films d'animation, des films expérimentaux. Je veux retourner à la source, c'est-à-dire du dessin en série. Je pense à une série que tu as faite en 2017, il me semble, qui s'appelait La Harde. Ouais, ouais. On m'a beaucoup parlé de l'élément humain et je me posais la question de l'élément nature, du paysage. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose d'important pour toi ou c'est plutôt la narration et l'élément humain qui compte? Euh, Tu vois, la nature, elle est exactement pareille pour moi qu'une ruine, qu'un vestige, qu'un corps humain. Pourquoi? Parce que c'est pas tant la nature elle-même qui m'intéresse, c'est l'histoire de cette nature. La fameuse série que tu parles, la Hard, c'est une série que j'ai réalisée lorsque j'étais en résidence au Pôle international de la préhistoire, et c'est la forêt de Lascaux. Donc c'était pour moi important de revenir là où nos ancêtres ont posé les pieds, et ont commencé à regarder les animaux et à penser justement aux premières représentations animales. Donc là, c'est très très important pour moi de représenter cette forêt en pleine nuit. Euh, et tu vois justement le fait dans cette série-là de reproduire des cervidés, de produire les aurochs qui sont les ancêtres des bovins. C'est pour moi presque pareil qu'une façade d'un vieux vestige parce que ça raconte quelque chose, il y a des traces, il y a une empreinte. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très important. Paysage, vois-tu, après cette résidence à Lascaux, j'en ai fait une autre là récente que j'ai fait en fin 2018 dans le désert du Fayoum. Donc pour moi, Lascaux et le Fayoum, c'est pour moi un retour aux origines, comprendre la source des images. Le Fayoum, pourquoi? Parce qu'avec ces magnifiques et énigmatiques portraits du Fayoum, ces portraits les plus anciens de l'humanité, pourquoi justement représenter un être humain? Pourquoi placer ce portrait sur leur tombe? Donc en faire des portraits funéraires. Donc ça a été beaucoup de questionnements. Mais tu vois, cette errance, en tout cas dans ce paysage-là, ça doit avoir un poids historique, si tu Donc tu t'intéresses beaucoup aux origines en fait. Et est-ce que tu mélanges l'origine du dessin et l'origine de l'image mouvement? Ou est-ce que tu veux. penses d'une façon plus philosophique en termes d'origine de l'image en général? Dans quelle mesure les disciplines ou les genres sont importants pour toi? Je pense que toutes ces disciplines et ces origines, je les mélange parce que tout est aussi passionnant que l'origine du dessin, tout comme raconte Pline l'Ancien avec le potier de Corinthe qui trace, c'est sa fille qui trace Oui. la silhouette du jeune amant qui va partir à la guerre. Donc là, la naissance du dessin, ce qui est intéressant, c'est que ça débute par une question de présence et absence. Voilà. Donc tout ça, ça m'intéresse. Là aussi, les cinéastes comme Fritz Lang, Abel Gans avaient toute une possibilité possible de lecture des images sur comment essayer de créer un univers nouveau. Voilà, donc les premiers films muets sont pour moi aussi très très importants. Donc que ce soit la naissance du dessin, la naissance des images, pour ça c'est aussi intéressant de voir aussi la naissance des images numériques également. Voilà, c'est des choses que je comprends pas. La 3D, la trois dimensions, je n'y comprends rien. Pour moi, elle n'est pas intéressante, mais pourtant, je lis pas mal de choses dessus parce que ça peut être aussi un langage nouveau. Enfin, c'est un langage nouveau, mais un mode d'écriture qui peut être très important dans les années à venir. Donc, c'est pas que je suis sensible au charbon, avoir les mains sales, qu'il faut surtout pas reculer par rapport au multimédia. Mais C'est une justement, comment création est-ce qui est que tu magnifique. articules, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais comment est-ce que tu articules la question de l'image mécanique, donc l'image qui est là tout d'un coup, mécaniquement, comme celle du Hum. cinéma ou de la photo, avec l'image produite par la main, le dessin, de façon finalement, somme toute, assez traditionnelle et presque proche d'une forme d'origine du dessin avec le charbon. C'est pas évident. Je vois pas comment répondre à cette question, qui est peut-être une question simple, mais C'est pas euh, très simple, je pense. ouais. Non, tu vois, il y a quelque chose. Si j'avais à te faire partager, pour moi, tu vois, le plus beau moment qui s'est produit pendant ces 15 années de création plastique,
Je te dirais la première fois, tu vois, que j'ai fait un dessin, que je l'ai photographié et que sur un banc de montage, voilà, tu places une image fixe qui ne bouge pas. Tu te poses des questions sur quelle est l'image d'avant, quelle est l'image d'après. Et tout de suite après, je place la deuxième image qui suit. Là, pour moi, ça tient du miracle. C'est-à-dire ce qui se produit sur l'image d'avant et l'image d'après, c'est quelque chose de vraiment tellement magnifique qui est en fait le cinéma. C'est-à-dire c'est le prémisse du mouvement. C'est comment tu passes d'une image à une autre. Et ça, c'est quelque chose que le dessin sur papier ne peut limiter. Et rien que ce geste-là, de placer bout à bout quelques images, il y a un champ de narration, une grammaire, et surtout, tu vois, dans les montages, ce que j'aime beaucoup, j'ai fait justement une série de dessins où on voit deux images superposées en une seule. Mm. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, tu vois, c'est à quel moment tu es, je sais pas, avec cette personne où tu vois le visage, à quel moment tu es dans le paysage, qui est l'image mêlée. Et ça m'intéresse parce que là, dans ce cas, on est dans une temporalité qui n'existe pas, mais on est dans la temporalité du dessin, de la texture, dans le grain même du cinéma. Et ça, pour moi, cette zone abstraite, c'est quelque chose de très beau et qui est vraiment à explorer. En fait, ce qu'il y a, le temps qu'on prend, le temps que je prends à construire un monde, ça prend énormément de temps, mais avoir plus de temps pour après avoir l'exploration, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est essayer, tu vois, de créer une atmosphère, de créer un espace. Et après, si tu as le temps de pouvoir t'y propager et explorer tout ça, muni d'un crayon ou d'une caméra, ce que tu veux, mais comme quoi les choses, en fait, c'est comme un peu Bla Hub de Antonioni. C'est à chaque fois, tu veux aller toujours plus loin, jusqu'à te confronter à quelque chose de très abstrait. Mais est-ce que c'est un barrage ou est-ce que c'est le commencement de quelque chose d'autre? À voir cette espèce d'image granuleuse. Donc pour moi, il n'y a pas de fin. Il y a toujours une continuité. Et finalement, la question la plus importante, pour nous en tout cas, comment est-ce que tu as appris que tu étais nommé pour le prix Drawing Now et voilà, qu'est-ce que tu as senti? Comment est-ce que tu as reçu la nomination? Euh, je, je crois que c'est Christian Heger, la galerie C, qui m'a contacté pour m'informer de cela. Moi, j'étais agréablement surpris, évidemment. J'étais en pleine construction d'une nouvelle série de dessins, donc j'avais un peu la tête ailleurs. Mais j'étais évidemment très très honoré parce que avoir été parmi les 5 nominés sur beaucoup d'artistes, c'est un très très beau cadeau. Mais, euh, mais tu vois, ce qui est très beau, si tu veux, le prix, je- j'ai- j'espère qu'il va avoir lieu. Mais ce qui est, tu vois, très beau, c'est le parcours qu'on a tous, parce que tu vois, mes 4 autres collègues, euh, on se connaît pas. Peut-être qu'on connaît le travail de chacun, mais en tout cas, on s'est jamais croisés. Mais ce que je trouve très beau, c'est, tu vois, bah, je te donne l'exemple, par exemple, de Nicolas Doban. C'est quelqu'un que je suis le travail depuis plusieurs années. Et puis, la première fois que j'étais à Marseille pendant le salon Paris-Doli, où j'exposais des dessins avec la galerie C, j'ai été au FRAC parce que j'avais jamais mis les pieds. Et là, je tombe sur une exposition de Nicolas Doban, et il était là en train de faire une visite guidée. Et c'est ça ce que je trouve très bon, en fait, c'est, tu vois, c'est des moments où tous, en fait, les comparses, les collègues, on se croise, on se frôle, on se parle pas. Et d'un seul coup, il y a un moment où on va se réunir ensemble. Et je trouve ça plutôt assez beau, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je suis assez content. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver et échanger sur le dessin. Voilà. On va La voir pensée du dessin. tous ensemble quand tout ça sera fini. Et en tout cas, nous, on est ravis que tu fasses partie du lot et on est très contents de ces 5 nominés qui ont des œuvres très différentes. Mais en effet, je trouve que tu as raison, il y a un vrai rapport entre vous, il y a un vrai dialogue. Donc voilà, merci beaucoup Mathieu. Je te souhaite le Merci, meilleur Jean. dans cette période de confinement. Merci. Et voilà, à très vite ou dans quelques mois, on ne sait pas encore. Mais À merci, très très vite. au revoir. Au revoir.